George Patton, un brillant général pour certains, pour d'autres, il était la grande gueule qui pouvait parfois gêner les autres officiers. Un général qui avait du cran face aux Allemands et qui voulait mourir au champ d'honneur avec ses hommes. Découvrez dans ce documentaire la vie de ce général devenu une légende. Le 11 novembre 1885, dans la demeure familiale de Lake Vineyard, près de Los Angeles, naît George Smith Patton Jr., troisième du nom. Son père, George Patton, deuxième du nom, s'est marié avec Ruth Wilson, la fille de Benjamin Wilson, surnommé Don Benito. Ses parents vont lui offrir des années de bonheur et d'insouciance. George, surnommé Georgie par les siens, est un bébé aux yeux clairs, aux cheveux blonds et à l'apparence chétive. Il souffre très vite de nombreuses maladies infantiles. Mary Skelly, sa nurse irlandaise, craint une issue fatale et prie Dieu pour qu'il soit épargné. Dieu aura entendu ses prières. L'enfant se développe bien et marche très tôt. Il grandit aux côtés de sa jeune sœur Anne, dans une famille harmonieuse et qui compte parmi les grandes fortunes californiennes. Dans la demeure familiale, le jeune Georgie aime se rendre au grenier. Il écrit à ce sujet « Si quelqu'un vient à chercher un objet perdu, c'est au grenier qu'il doit se rendre. On y trouve de tout, des cannes, des épées, des coffres et des malles, des selles, des fusils, des sommiers, et des matelas, et des chaises, et des vêtements, et des papiers, des livres, et des rats. » En explorant ces objets poussiéreux, l'enfant découvre la selle au pommeau de son ancêtre. Cette selle de cavalerie sudiste est un objet symbolique familial qui va pousser le jeune Georgie à s'inscrire à l'équitation, une passion qui ne le quittera plus. La sœur aînée de Ruth Patton est omniprésente, s'autoproclame mère de substitution et se charge de l'éducation de son neveu, Georgie. Elle trouve le prétexte pour ne plus l'envoyer à l'école suite à ses maladies infantiles. Les parents s'inclinent et laissent la tante de Georgie lui donner des leçons. Le petit garçon étudie quelques classiques de la littérature américaine, tout en se familiarisant avec l'histoire et la géographie. Georgie croit en Dieu et se charge souvent de dire les bénédicités avant les repas. Georgie, déjà enfant, adore les animaux, à commencer par les 2 chevaux offerts par son père, qu'il tient à seller lui-même. Les chiens occupent également une place à part chez l'enfant, sans doute en raison de leur loyauté sans faille. Il écrit « Polvo dormait dans l'étable avec Marmion. Et un soir, alors que j'étais censé faire mes devoirs, je me souviens d'être allé m'allonger dans la paille, près de mon chien. Polvo regardait Marmion, et moi, je regardais Polvo, en me disant que je devais être le petit garçon le plus heureux du monde. Je l'étais sûrement. » En grandissant, Georgie devient dyslexique. Il bute sans arrêt sur les mots. Quant à l'écriture, il fait une confusion phonétique, des accords fantaisistes et une ponctuation erratique. Toute sa vie, Patton aura du mal à rédiger un texte. Il prend donc l'habitude d'abréger les termes trop longs et de faire corriger ses écrits par ses aides de camp ou son épouse.
En septembre 1897, à l'âge de 12 ans, Georgie découvre les bancs de la Classical School for Boys à Pasadena. Le jeune élève est dans son élément. Dans ses rédactions, on découvre un foisonnement d'idées, une sensibilité extrême et de nombreux intérêts. Il possède une culture générale que nombre d'adultes peuvent lui envier. Il exprime son amour de l'histoire et traite de la vie des grands chefs de guerre, de leur état d'esprit et de leurs faits d'armes. Le jeune Patton atteint l'adolescence, mais sa voix reste aiguë. Il regrette de ne pas avoir une voix grave et rauque pour en imposer. Son caractère s'affirme. Georgie est un élève poli et attentif, qui a de bonnes manières en société. Lors de son séjour sur l'île de Santa Catalina, Patton entretient une liaison amoureuse avec Beatrice Ayer, sa future épouse. Le père de Georgie admire la détermination de son fils et va tout faire pour l'aider à intégrer la plus prestigieuse des académies militaires, West Point. Le seul problème pour lui est le concours d'entrée. À part l'histoire, Patton sait qu'il risque d'échouer lors de ses tests, à l'écrit et à l'oral. Afin de contourner ces épreuves, il peut être parrainé par un sénateur ou un représentant de la Chambre. Le sénateur de Californie, Thomas Bord, a la possibilité de valider sa candidature pour West Point. Mais ce sénateur est républicain, tandis que les Patton sont démocrates. Pour pallier au refus du sénateur Bord, le père de Georgie l'envoie au Virginia Military Institute de Lexington, là où son ancêtre a fait ses études. Cela lui permet d'être intégré dans l'armée en tant qu'aspirant. En septembre 1903, Georgie quitte la Californie pour rejoindre la Virginie, afin de marcher sur les traces de ses aïeux. Effrayé à l'idée de se retrouver seul, il perd confiance en lui et note. Juste avant d'aller au VMI, je marchais avec oncle Glassell Patton. Je lui disais que j'avais bien peur de n'être qu'un couard. Ce à quoi il m'a répondu qu'aucun Patton ne pouvait être un couard. Le futur cadet n'est pas rassuré et il confirme dans ses écrits qu'il se sent tout petit devant les grilles du Virginia Military Institute. Le jeune cadet va endosser fièrement l'uniforme et s'intègre sans la moindre difficulté. Âgé de 17 ans, il développe son esprit de compétition. Sur place, il apprend à marcher au pas cadencé, à demeurer au garde à vous pendant des heures, à obéir aveuglément aux ordres, à manipuler toutes sortes d'armes et à saluer réglementairement. Ce qu'il fait avec tant d'énergie qu'aujourd'hui un tel salut est appelé un salut Patton. Au point de vue académique, ses résultats sont excellents et il impressionne ses instructeurs par ses connaissances en histoire militaire. Le 16 février 1904, le sénateur Bord décide d'organiser une évaluation, à l'issue de laquelle il décidera de proposer un jeune homme pour West Point. Georgie revient en Californie pour passer l'évaluation. De tous les candidats, il est le meilleur. Le 24 mai, une missive signée de la main du superintendant de West Point informe le père de Patton que son fils, George S. Patton Jr., est admis à l'académie en tant que cadet et qu'il devra se présenter à West Point le jeudi 16 juin 1904 à 8 heures précises. Arrivé à la prestigieuse académie, Patton est appelé un bleu, comme tous les autres. Il fait face à un bizutage et il réagit avec une agressivité disproportionnée et manque de planter sa baïonnette dans le ventre de l'assaillant, qui s'enfuit avec la peur de sa vie et quelques ecchymoses. Plus personne ne va oser s'en prendre au cadet Patton. L'Académie prépare ses cadets à toutes les épreuves, y compris le sacrifice suprême.
Les nouveaux sont poussés jusqu'à leur extrême limite. Les plus faibles d'entre eux sont dirigés vers la sortie. Patton, quant à lui, s'accroche, mais suite à des difficultés en anglais et en grammaire, il se retrouve dans le groupe des élèves les moins doués. Patton doute. Je crains parfois de n'être que l'un de ces pauvres rêveurs. Un homme toujours sur le point de réussir, mais qui n'y parvient jamais. Si je devais réellement être ainsi, il n'aurait été plus miséricordieux que je meure, il y a 10 ans, car je n'imagine rien de plus infernal que d'être contraint de vivre pour constater mes échecs. Son père tente de l'encourager, mais rien n'y fait. Cela me fait mal au cœur et m'épuise moralement de constater que je suis un idiot qui, bien que travaillant dur, n'arrive pas à se hisser au niveau des autres, qui en font pourtant beaucoup moins que moi. Le français et les mathématiques vont lui être fatales, car il sera contraint de redoubler. Après un travail acharné, il devient cadet de 2e année. Son image auprès de ses camarades est très mauvaise. Patton est obsédé par les règlements militaires. Il est arrogant et autoritaire dès que les instructeurs lui confient la conduite d'un exercice. Il n'accepte aucune excuse. Dans les chambrées, il est surnommé le tyran et n'a aucun ami. Malgré ses doutes et ses faiblesses, qu'il dissimule parfaitement, Patton proclame sans cesse qu'il deviendra un jour un grand général. Ses supérieurs sont agacés par son arrogance et décident de lui retirer quelques fonctions d'encadrement, afin de lui faire comprendre qu'il va trop loin dans ses propos. En 1907 et 1908, ses responsabilités d'ancien s'accroissent. Il passe de caporal à sergent, de sergent-chef à adjudant, de major à aspirant. Son caractère va se durcir à la mesure de ses grades. Il est toujours revêtu d'un uniforme impeccable. En effet, il peut se changer jusqu'à 6 fois par jour et il arbore fièrement son insigne de tireur d'élite. À West Point, Patton est un cavalier émérite qui excelle au polo ainsi qu'à l'escrime. Il participe également au football américain où il subit 5 fractures. L'aspirant Patton aime prendre des risques et n'hésite pas lors des exercices à se tenir juste à côté des cibles au moment de l'ouverture du feu. Une manière pour lui de tester sa chance, son courage et de défier la mort. 11 juin 1909. Patton quitte West Point avec le grade de sous-lieutenant. Il décide d'entrer dans l'US Army et de s'engager dans la cavalerie. Il écrit une lettre à Béatrice, qui est devenue entre-temps sa fiancée, et explique les raisons de son choix. Il y a 2 raisons qui me font préférer la cavalerie. C'est d'abord qu'un jeune officier comme moi a plus de chances d'obtenir un commandement autonome en temps de guerre, et ensuite que j'y vois l'arme du futur. Je suis suffisamment idiot pour penser que je serai l'un de ceux qui prouvera un jour sa valeur à la face du monde. En octobre 1909, il rejoint les quartiers du 15e régiment de cavalerie à Fort Sheridan, au nord de Chicago. C'est dans ce régiment que débute sa carrière d'officier. 26 mai 1910 à Boston. George Patton épouse Beatrice Banning Ayer. Ce mariage va mettre Patton à l'abri des soucis financiers pour le reste de sa vie, car en plus de sa solde d'officier, le couple pourra compter sur une confortable mensualité versée par le père de Béatrice. Pour leur voyage de noces, les jeunes époux partent en Europe, visitent Londres et Paris, puis séjournent en Normandie, où Patton et sa femme échappent de peu à un accident de la route. Patton conclut que Dieu veille sur lui pour lui permettre d'assumer son destin. Le jeune marié arpente les plages du Cotentin, visite Caen, Bayeux, Saint-Lô, Avranches, prend des notes sur le bocage et remarque que les routes modernes suivent les tracés des anciennes voies romaines. Mais
il ne se doute pas à ce moment précis que ces notes lui seront utiles 34 ans plus tard. En décembre 1911, attendant son premier enfant, le couple emménage à Fort Myers, près de Washington, D.C. Le 19 mars 1912, sa petite-fille Béatrice Junior voit le jour. Patton s'évanouit et chute si lourdement que le médecin doit examiner le vaillant époux. En mai 1912, le sous-lieutenant est sélectionné pour représenter son pays à l'épreuve du pentathlon moderne des Jeux Olympiques de Stockholm. Il se classe finalement 5e sur un total de 32 athlètes. Au tir, il se classe 20e. Pour se justifier, il fait savoir que 3 de ses balles sont passées par le même trou d'impact. Personne n'est dupe, mais personne ne veut le contrarier. Georgie et son épouse rejoignent la France et l'école de cavalerie de Saumur. Patton y prend des leçons d'escrime avec l'adjudant Cléry, champion d'Europe au fleuret, à l'épée et au sabre. À son retour aux États-Unis, il dessine un nouveau modèle de sabre. Il sera adopté par l'Ordnance Department. Cette lame, conçue expressément pour l'assaut, sera connue des cavaliers américains sous le nom de Patton's Sabre. Dès son arrivée à Fort Myers, Patton va acheter un pistolet à 6 coups, semblable à ceux portés par les pionniers du Far West. Un second Colt rejoint le premier, et l'homme va prendre l'habitude de porter les 2 revolvers bas sur les hanches, à la mode cow-boy. En 1916, il commande à la maison Shelton Payne une paire de Colt 45 modèle 1873, pacemaker. Ceux de Patton auront des particularités qui les rendront aussi célèbres que leurs propriétaires. Canons et culasses seront plaqués argent et leurs crosses en ivoire seront décorées de ses initiales et d'un aigle américain. Patton est affecté à Fort Riley au Kansas, tandis que le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand est assassiné lors d'un attentat commis à Sarajevo. Les tensions montent en Europe, quand le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. 2 jours plus tard, c'est la France qui reçoit une déclaration de guerre. La Première Guerre mondiale débute. Patton veut prouver sa valeur au combat et demande à sa hiérarchie l'autorisation de se porter volontaire pour rejoindre l'armée française, mais la réponse est négative. Le 28 février 1915, Béatrice Patton donne naissance à une seconde fille, qui se prénomme Ruth Ellen. Cette fois, Georgie ne fait pas de malaise, mais regrette que ce ne soit pas un garçon. Patton est transféré au 8e régiment de cavalerie au Texas. Il craint de s'y morfondre, mais c'est là qu'il va connaître son baptême du feu. En effet, depuis novembre 1910, une révolution mexicaine voit le jour. Le 8e régiment de cavalerie est chargé de surveiller la frontière américano-mexicaine. En février 1914, le commandement du régiment est confié à l'un des plus prestigieux généraux de l'armée. Il s'agit de John Pershing. Patton est émerveillé et imite Pershing avec tant d'assistance que le général en fait l'un de ses aides de camp. Le 14 mai 1916, au matin, Patton reçoit l'ordre d'aller au cœur des collines de la Sierra Madre, afin d'y trouver un fourrage. À la tête d'une colonne de 3 camions et de quelques soldats, il décide subitement de quitter la route pour s'approcher du ranch San Miguelito, une bâtisse fortifiée dont on soupçonne qu'elle héberge l'un des lieutenants de Villa, Julio Cardenas. Patton descend de sa Dodge et s'avance seul vers la lourde porte du patio de la Sendia. Soudain, il tombe nez à nez sur 3 cavaliers lourdement armés. Surpris, les Mexicains sautent de leur monture et dégainent leurs armes. Une fusillade éclate. Patton, à couvert derrière un rocher,
réplique avec son 6 coups. Ils me tiraient tous, dessus, à moins de 20 mètres, et leurs balles soulevaient la poussière tout autour de moi. J'ai alors fait feu, à 5 reprises, avec mon nouveau pistolet. Et l'un des bandits s'est esquivé pour s'abriter derrière la maison. J'ai su, plus tard, qu'il s'agissait de Cardenas et que je l'avais blessé au bras droit. Les soldats américains se déploient et ouvrent le feu à leur tour. Tous les hommes seront tués par les hommes de Patton. Ils repartent vers Rubio afin d'y accomplir leur mission. Le soir, il fait un rapport à Pershing et ce dernier sera impressionné par son aide de camp. Mais il est très vite irrité par le fait qu'il ait attaqué le ranch sans en avoir reçu l'autorisation. Jeune homme, lorsqu'on rentre dans l'armée, on le fait en ayant en tête que son premier et unique devoir est de servir les intérêts de son pays et non les siens. Peu après, sur la crosse de son revolver, il fait une entaille à l'aide d'un couteau afin de se souvenir de son premier mort, comme à l'époque du Far West. Le général Pershing, veuf, fait la connaissance de la sœur de Patton. Tous deux sont épris l'un de l'autre et annoncent rapidement leur fiançailles. Mais Pershing et Patton sont appelés à se battre dans les tranchées de la Grande Guerre, qui sévit toujours en Europe. Le 13 juin 1917, à Boulogne-sur-Mer, Pershing, Patton ainsi que 175 Américains débarquent sous les acclamations de la foule. Arrivés à Paris, ils sont accueillis cette fois par une délégation française conduite par le maréchal Joffre, héros de la Marne, et Paul Painlevé, ministre de la guerre. Pershing établit son QG tout près des Invalides. Patton, lui, loue un appartement sur les Champs-Élysées et s'offre une berline Packard, avec laquelle il sillonne les avenues de Paris. À Paris, Patton participe à toutes les cérémonies et réunions mondaines auxquelles l'état-major américain est convié. Lors de ces réceptions, Patton boit énormément, certainement pour cacher son désarroi de ne pas aller sur le front. En septembre 1917, Pershing installe son QG à Chaumont, en Haute-Marne. Patton, qui est toujours à ses côtés, espère secrètement que l'action ne tarde pas. Mais c'est contre l'administration française qu'il va livrer ses premières batailles. Ces foutus Français nous emmerdent, avec un tas de détails idiots. J'ai beaucoup de mal à garder mon sang-froid. En effet, Patton n'est qu'un gratte-papier, et il est résolument allergique aux dossiers et aux papiers. Le capitaine Patton découvre de drôles de machines dans lesquelles il voit un formidable moyen d'autopromotion. Mais il n'adhère pas à la révolution des blindés. Cependant, il leur octroie un crédit. Un officier français passionné par les tanks m'a bassiné pendant des heures avec des contes de fées au sujet de la valeur de ces petits jouets qui, soi-disant, gagneront la guerre. Ce Français est cinglé, les chars ne valent rien. Plus tard, il écrit à son épouse : « Ici, il y a beaucoup de discussions au sujet des tanks, et je m'y intéresse, car je ne vois aucun avenir dans mon travail actuel. Les pertes dans les tanks sont importantes, mais à leur bord, on est en sécurité, autant qu'on peut l'être à la guerre. Il s'écoulera beaucoup de temps avant que nous en ayons. Aussi, ne t'inquiète pas. Je t'aime trop pour me faire tuer. Mais je t'aime trop pour rester assis là, à ne rien faire. » Patton, dans son lit d'hôpital, se remet doucement d'une jaunisse et saisit l'occasion d'adresser un rapport argumenté à Pershing. Dans ce rapport, il est écrit : « Je sais utiliser et réparer un moteur à explosion depuis 1905. Je parle et je lis le français bien mieux que 95% des officiers américains et pourrais ainsi avoir directement accès aux informations auprès des Français. J'ai aussi étudié en France et j'ai toujours entretenu les meilleurs rapports avec les Français. Je pense posséder un jugement sûr et rapide et je suis capable de saisir une chance lorsqu'elle se présente.
Je suis le seul Américain à avoir remporté une victoire à bord d'un véhicule à moteur. » Le 10 novembre 1917, Pershing, ne pouvant rien refuser à son beau-frère, fait de Patton le premier Américain à être affecté au nouveau Tank Corps. Le 18 novembre, Patton quitte Chaumont pour intégrer le camp d'entraînement des charistes de l'artillerie d'assaut, qui se trouve à Champlieu, en Picardie. Le capitaine américain est très apprécié des stagiaires français. Patton découvre l'appareil révolutionnaire de l'industrie de Renault. Conduire ces tanks est aisé pour celui qui sait déjà piloter une automobile, et c'est relativement confortable, même si l'on n'y voit rien. Ils vont assez vite et pivotent sur eux-mêmes à la vitesse de l'éclair. Il est amusant de heurter de petits arbres et de les voir se coucher au sol. Les tanks sont bruyants, mais ils se conduisent bien. On peut même les faire se cabrer comme un cheval. À son retour vers Champlieu, Patton, roulant trop vite, sort d'un virage et perd le contrôle de son véhicule qui s'encastre dans une barrière de passage à niveau. Il heurte le pare-brise et gît désormais inconscient. Il est évacué vers un hôpital de campagne où l'on soigne des gueules cassées et des amputés. Ses blessures sont heureusement bénignes. Pershing annonce à Patton que ce ne sera pas lui qui commandera le nouveau Tank Corps, mais que ce sera le colonel Samuel Rockenbach. Patton se voyait déjà comme le grand patron des tanks, mais se soumet. Le 26 janvier 1918, le Tank Corps prend vie. Patton s'installe à Langres. La cité fut fortifiée par les légions de César, et Patton, passionné d'histoire militaire, ne manque pas de visiter la région, à la recherche des vestiges de l'époque. C'est au cours de cette excursion qu'il exprime pour la première fois sa croyance en la réincarnation. À sa mère, Patton écrit « Je me demande si je pourrais avoir déjà séjourné ici, car en remontant une ancienne voie romaine, j'ai vu un théâtre antique qui m'est familier. Peut-être ai-je conduit une légion sur ces mêmes routes. J'ai aussi vu un château en ruine que j'ai probablement dû prendre d'assaut au Moyen-Âge. Nous étions, nous sommes et nous serons. » Patton croira toute sa vie en la réincarnation. Il est vrai qu'il semble connaître la région, allant de ruine en site antique avec une facilité déconcertante et sans la moindre carte. Le 17 février 1918, suite à une indiscrétion, Patton apprend qu'il va être promu au rang de commandant. Qu'importe le jour de sa nomination, il arbore déjà son nouveau grade, avant même qu'il soit officiel. Ce n'est pas la dernière fois qu'il prendra des libertés. Il signe très vite ses ordres du jour sous le grade de colonel Patton. Les 200 premières recrues arrivent à Bourges. Patton prend la troupe en main et applique ses vieilles méthodes de West Point. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, le réveil sonne à 5 heures et la journée débute par 1 heure de course à pied. Il ne leur laisse pas une minute de répit. Georgie ne tolère aucun écart. Le manque de discipline dans une partie de football peut déboucher sur une perte de terrain. Le manque de discipline à la guerre signifie la mort ou bien la défaite, celle-ci étant bien pire que la mort. La raison pour laquelle les Boches ont survécu aussi longtemps, c'est qu'ils sont disciplinés. C'est seulement grâce à la discipline que vos efforts et votre patriotisme ne seront pas vains. Sans elle, l'héroïsme est futile. Vous mourrez pour rien. En étant disciplinés, nous serons irrésistibles. La rigueur et la discipline portent leurs fruits. Les équipages américains forment une prestigieuse unité d'élite et se hissent au niveau des meilleurs tankistes alliés. En avril 1918, le lieutenant-colonel Patton se charge de trouver un insigne et une devise au Tank Corps. L'emblème sera un triangle unissant 3 couleurs, bleu, rouge et jaune.
La devise est « Treat him rough », qui veut dire « Traitez-les à la dure ». Après avoir fait une tournée sur le front, Patton affine ses tactiques de combat et revoit ses règles d'engagement. Il explique à ses officiers qu'ils doivent garder une formation de combat triangulaire, surtout sous le feu ennemi, car un équipage isolé est un équipage mort. Ceci doit être inscrit de façon indélébile dans votre cerveau, que vous soyez gazé, effrayé, épuisé ou blessé, même si cela doit être le dernier effort de votre vie, vous devrez reprendre votre position et aller de l'avant. Le 26 novembre 1918, il sera présent lors de la bataille de Saint-Mihiel et sera dans le secteur de Montfaucon. Patton, n'apercevant plus ses hommes, donne de sa personne en avançant en première ligne, en s'époumonnant et en forçant ses hommes à sortir des tranchées. Patton avance avec ses hommes jusqu'à avoir une terrible douleur à la jambe qui le fera s'écrouler. Un soldat, qui est à ses côtés, le traîne jusqu'à un cratère d'obus. Dans l'après-midi, il est emmené dans un hôpital de campagne. 3 jours après, Patton est évacué à l'arrière du front, mais il reste hospitalisé jusqu'au 18 octobre, car sa blessure s'est infectée. Il doit recevoir un traitement spécifique pour éviter la gangrène. Une fois son état amélioré, il retourne à Bourges, où il découvre dans son bureau des lettres provenant de soldats, d'officiers, mais également des civils qui le félicitent pour sa bravoure et les brillants succès remportés par sa brigade. Patton est un héros national. Même des correspondants de guerre le contactent pour rédiger des articles sur ses aventures de guerrier intrépide. Il écrit à son père : « Tu sais que j'ai toujours craint de n'être qu'un trouillard. Eh bien, je commence à croire que je n'en suis pas un. On nous éduque dans la crainte de la mort, qu'on nous présente comme une chose terrible. C'est une erreur. La mort n'est rien. Ça ne signifie pas que je souhaite mourir, mais je n'ai pas peur de la mort. Et ce n'est pas elle qui m'empêchera de faire ce que je crois être mon devoir. » Quelques semaines plus tard, le 11 novembre 1918, l'armistice est signé dans la clairière de Rotonde à bord du wagon-salon du maréchal Foch. La Première Guerre mondiale est enfin terminée. Ce même jour, Patton fête ses 33 ans et reçoit pour son action en France la Distinguished Service Cross et la Distinguished Service Medal. Il est promu colonel. Patton est contraint au repos et affine sa vision sur l'avenir du Tank Corps. Durant l'hiver 1918-1919, il commence à s'ennuyer et espère reprendre du service contre les bolcheviks en Russie où une guerre civile a éclaté. Mais son espoir tombe rapidement. Il est pressenti pour commander un bataillon de cavalerie en Allemagne. En mars 1919, Patton et ses tankistes embarquent à Marseille. Sur le quai de New York, l'épouse du guerrier l'attend derrière une foule de journalistes avides d'interroger le héros sur les exploits de ces monstres d'acier. George Patton fait la une du New York Herald, du Washington Post et de nombreux journaux de Californie et de Virginie. Il rejoint sa nouvelle affectation au camp Meade, dans le Maryland, où son unité est casernée. Sa famille le rejoint peu après et tous sont logés dans un baraquement en bois prévu pour héberger 63 soldats. Les boissons alcoolisées étant interdites aux États-Unis, l'officier bricole un alambic et se découvre des talents de bouilleur de cru. C'est également le cas de l'un de ses voisins, qui se spécialise dans un gin infâme. Il s'agit de Dwight Eisenhower. Ike et Georgie ont 2 caractères opposés. Ike est calme, réfléchi, pondéré, discret, pragmatique et objectif. Georgie, quant à lui, est volcanique, fonceur, excessif, sanguin et fanfaron. Les 2 hommes vont se lier d'amitié, mais c'est surtout grâce à la relation amicale qui va naître entre les épouses des 2 hommes.
Et ils partagent tous deux une passion commune sur un autre officier, qui n'est autre que Charles de Gaulle, qui est surnommé le moteur combattant. Patton doit désormais quitter son commandement de la 304e Tank Brigade. Lors de son départ, se déroule une poignante cérémonie clôturée par un défilé, au cours duquel il a du mal à retenir ses larmes. Il écrit à sa sœur « Le pays et l'armée sont dans un désordre de tous les diables, et ce n'est pas près de changer. Nous sommes comme des gens descendant une superbe rivière sur un confortable bateau et qui, entendant au loin le vacarme d'une cascade qui ne tardera plus à les engloutir, veulent se persuader que c'est seulement le bruit du vent dans les arbres. Nous sommes en train de nier les leçons de l'histoire. Même les plus éclairés de nos politiciens sont aveuglés et se bercent d'illusions. » Durant l'été 1920, Patton, déclassé de colonel à capitaine, envisage de quitter l'armée. Mais ne connaissant aucun autre métier, il se résout à retourner dans son arme d'origine, la cavalerie. À Fort Meyer, en Virginie, il insiste sur la formation des troupes et l'instruction des cadres. Les guerres sont menées grâce aux armements, mais ce sont les hommes qui les gagnent. C'est l'état des soldats qui permet de remporter la victoire. Patton ne laisse rien passer et commence à se rendre célèbre pour ses coups de gueule émaillés de jurons et de termes salaces. Un langage qu'il cultive pour mieux se faire comprendre de la troupe et créer avec elle un sentiment de proximité afin d'en tirer le meilleur parti. En septembre 1923, Patton rejoint Fort Leavenworth, dans le Kansas, pour y suivre les cours d'état-major, ce qui est un passage obligé pour gravir les échelons de la hiérarchie militaire. Soir après soir, il s'enferme dans ses quartiers après s'être discrètement massé le cuir chevelu avec une étrange lotion, un produit miracle, réputé pour stopper la chute des cheveux, à condition de placer son crâne sous une ampoule électrique bleue comme l'indique le mode d'emploi. Patton, redoutant la calvitie, qui est pour lui synonyme de vieillesse, s'est empressé d'acheter une ampoule électrique bleue pour équiper sa lampe de bureau. Malgré sa dyslexie, il sort 25e de sa promotion de 300 élèves. À cette occasion, il édicte une règle d'or. À la guerre, le succès dépend de la simplicité des ordres, de la vitesse de leur exécution et de la détermination générale à vaincre. Le 24 décembre 1923, la famille Patton s'agrandit et accueille son troisième enfant, qui est cette fois-ci un garçon, et se prénomme George Patton, quatrième du nom. En 1924, Patton, devenu commandant, part avec sa famille pour Hawaï. Le caractère du père de famille va se transformer en un véritable enfer. Peu après son arrivée, il critique son supérieur, le général Smith, et rédige des rapports qu'il adresse directement à Washington sans respecter la voie hiérarchique. Ces procédés irritent à un tel point qu'on finit par le relever de ses fonctions et qu'il est mis en disponibilité pour quelques mois. À Hawaï, Patton fait la connaissance d'un jeune officier nommé Omar Bradley. Il est aussi réservé que Georgie et éruptif. Cependant, les deux hommes se respectent et deviennent très vite amis. En avril 1928, lors du départ de Patton, Smith écrit dans son dossier « Élément de grande valeur, irremplaçable en cas de conflit, mais insupportable et ingérable en temps de paix. » En 1929, Patton est de retour à Washington et s'apprête à suivre des cours de l'Army War College. En 1932, il quitte l'Army War College avec tous les honneurs, ainsi qu'en atteste son dossier personnel. Officier combatif et très capable, étudiant infatigable. Aptitude à prendre un commandement de haut rang, supérieur. Aptitude à intégrer l'état-major général des armées, supérieur. Aptitude particulière,
indubitablement doué pour le commandement. Niveau de connaissances théoriques supérieur. Patton retrouve Fort Meyer et prend la tête du 3e régiment de cavalerie. L'épouse de Georgie va organiser des cocktails et invite généraux, sénateurs, diplomates et hommes d'affaires pour servir les intérêts de son mari, qui sait se faire séducteur et cultiver son image de gentleman avec un réel succès auprès de certains. Douglas MacArthur s'intéresse aux théories de Patton sur la guerre mécanisée, tout en se méfiant de l'ancien héros du Tank Corps. Les deux hommes ont en commun un caractère difficile et une ambition dévorante. Ils pourraient tous deux entrer en compétition s'ils venaient un jour à combattre sur le même théâtre d'opération. Depuis que Ike a été nommé secrétaire à la guerre, Patton le considère comme un fonctionnaire en uniforme plutôt que comme un véritable guerrier. En mars 1934, Patton est promu au grade de lieutenant-colonel. 2 mois plus tard, il participe aux manœuvres de la seule unité de cavalerie qui est partiellement mécanisée. Au printemps 1935, il reçoit sa nouvelle affectation. Il exerce les fonctions de G2, c'est-à-dire d'état-major chargé du renseignement à Hawaï. De retour dans le Pacifique, il craint d'être écarté d'un futur théâtre d'opération et de manquer son rendez-vous avec le destin. Il reste sagement à Hawaï car il pressent qu'une grande conflagration se prépare. De plus en plus ambitieux, Patton boit jusqu'à être ivre, s'empiffre au point de devoir subir des lavages d'estomac, prend de nombreux risques pour sa vie, indispose ses supérieurs, tyrannise ses subordonnés, trompe sa femme et passe sans cesse d'une bruyante euphorie à une profonde mélancolie. Pour ses 50 ans, il refuse de quitter son lit pendant 2 jours. Mais il reste professionnel. Il n'oublie pas que sa mission consiste à collecter des renseignements sur une quelconque menace contre les îles hawaïennes. À cet endroit du globe, l'ennemi potentiel de l'Amérique est le Japon, qui a pour ambition de s'étendre dans tout le Pacifique, afin d'acquérir des matières premières nécessaires à son expansion industrielle et militaire. Patton anticipe une attaque du Japon et détermine les moyens défensifs à mettre en œuvre. Il prévoit tout d'abord une attaque surprise d'une force expéditionnaire japonaise, sans déclaration de guerre, à environ 300 km d'Oahu, ainsi qu'une attaque sur le port militaire de Pearl Harbor, qui se fera également par une attaque surprise à l'aide de bombardiers de la marine impériale embarqués à bord de porte-avions. Ce stratège considère probablement que des agents japonais infiltrés dans la communauté nippone vivant sur l'île renseigneraient l'ennemi et saboteraient des objectifs militaires vitaux. Patton propose de renforcer Pearl Harbor et préconise aussi l'internement préventif de tous les Japonais d'Hawaï pour les prendre en otage et exercer sur eux des représailles le cas échéant. La Navy, agacée par le fait qu'un ex-tankiste s'occupe de ses affaires, profite de cette maladresse pour décrédibiliser l'ensemble du rapport avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. En 1937, Patton revient sur le continent américain et connaît une phase dépressive aiguë qui débouche sur un état quasi suicidaire. Blessé à la jambe lors d'une nouvelle chute de cheval, il doit être hospitalisé avec de graves complications, avec une hémorragie interne et une phlébite. Il échappe à l'embolie cérébrale qui aurait pu lui être fatale. Durant sa convalescence, il sera un patient difficile. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. En plus de ça, son accident fait l'objet d'une enquête diligentée par l'armée pour établir si le cavalier n'était pas en état d'ébriété au moment des faits. Mais l'enquête n'aboutit pas. Patton devient odieux et agressif, également aigri et violent,
et bat même l'un de ses chevaux avec sa béquille. Il lui faudra 8 longs mois pour se remettre en selle. Durant cette épreuve, son épouse ne cesse de le soutenir, mais lassée par son attitude, celle-ci est au bord de la rupture. Après un bref passage au fort Clark, au Texas, Patton est promu colonel et retrouve en 1938 Fort Meyer en Virginie et le 3e régiment de cavalerie. Georgie reprend goût à la vie, car il sait que la guerre est imminente. Il décide d'aguerrir ses soldats par des exercices à balles réelles, même si cela est interdit. Patton prend également connaissance des ouvrages de Guderian et de Rommel, traduits et commentés par l'Intelligence Service. Ce sont surtout les écrits de Guderian qui le fascinent par leur caractère innovant. Patton n'est pas un anti-allemand. Il est ami avec l'attaché militaire du Reich, le général Friedrich von Bottcher, avec lequel il arpente les anciens champs de bataille de Virginie. L'épouse de Patton devient très proche de Eleanor Roosevelt, du fait qu'elle pratique l'équitation tout près du fort Meyer. Patton voit ce rapprochement d'un très bon œil. Mais à la veille de la guerre, ce n'est pas Eleanor Roosevelt qui va propulser le colonel sur le devant de la scène, mais le général George Marshall. Marshall prend son commandement dans l'enceinte de Fort Meyer, qui est la caserne où se situe Patton. Pour Georgie, c'est un coup de pouce du destin. Les quartiers de Marshall étant en travaux, Patton lui propose de l'héberger, une offre que Marshall ne refuse pas. Le colonel va se plier en 4 pour recevoir son invité, en lui offrant des grands crus français, des cocktails élaborés, des tabacs de luxe, et il fait lui-même la cuisine, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Les 2 hommes s'appellent rapidement par leur prénom, mais Patton sait que son hôte est un atout de poids pour l'armée et qu'il aura bientôt un rôle important à jouer. À l'aube du 9 mai 1940, des manœuvres annuelles débutent dans la région d'Alexandria, en Louisiane, ainsi que sur une partie limitrophe du Texas. Ces manœuvres sont des exercices de 3 jours qui répondent aux problématiques opérationnelles et tactiques observées durant les campagnes d'invasion de l'Allemagne. Marshall demande à Patton d'être observateur, tout comme Bradley et d'autres futurs généraux de la Seconde Guerre mondiale. Patton, enthousiasmé par ce qu'il voit, prend des notes. Bien que confrontés aux tanks, les officiers de la division de cavalerie ont cru possible de mener les combats depuis leur QG, en se contentant d'étudier des cartes et en passant des coups de téléphone, se croyant encore dans une guerre statique comme celle de 1918. Ils ont perdu, faute de pugnacité, et parce qu'ils ne commandaient pas vraiment leurs hommes. Leurs ordres provenaient aux troupes avec un retard si important qu'ils étaient déjà caducs avant même d'être exécutés. Un chef doit être sur la ligne de contact. Il doit observer, décider et agir. Pour Marshall, il est temps d'exploiter le résultat des manœuvres de mai et le choc produit par l'effondrement de l'armée française, jusqu'alors réputée la meilleure du monde. Patton fait campagne pour la création d'une armée blindée et brûle d'envie d'en obtenir le commandement. En même temps, il relie les comptes rendus des services de renseignement sur les récentes campagnes d'Europe. Un nom et un visage retient l'attention de Patton, celui d'Erwin Rommel, figure omniprésente dans les actualités cinématographiques allemandes. L'officier allemand devient son alter ego et il imagine le jour où, à la manière de César, il défiera le Germain dans un duel à mort. Patton rassemble un maximum d'informations sur cet Allemand, qui a le sens de la publicité tout comme lui. Il est pris d'admiration pour Rommel et va en quelque sorte romméliser ses troupes, les faire rouler ou combattre une colonne blindée sans interruption. Patton pressent que les choses ne vont plus tarder à bouger. Il va donc déserter les terrains de polo, il va cesser de jouer avec ses 3 chiens
Il conduit avec prudence, cesse les parties de chasse, ne sort plus en mer afin de s'épargner une nouvelle blessure qui pourrait l'invalider. Il se met également au régime, ne boit presque plus, fume moins et s'impose un entraînement rigoureux pour mincir. À bientôt 55 ans, Patton veut être dans une forme olympique pour prendre le commandement que Marshall ne manquera pas de lui offrir dans la nouvelle armée. Patton écrit même une lettre au général Chaffee pour lui proposer son aide. Ce dernier lui répond « Je vous ai mis sur ma liste pour prendre les têtes d'une brigade blindée. Je pense que c'est un job dans lequel vous excelleriez. Et j'ai besoin d'un homme ayant votre expérience. Nous avons un énorme travail à abattre pour que les choses soient rodées en un minimum de temps. » Marshall soutient Patton face à ceux qui n'ont pas confiance en lui. Il confiera qu'il a vu Patton combattre en France en 1918 et qu'il est le meilleur tankiste de l'armée. En feuilletant le journal, Patton apprend sa nomination à la tête d'une des 2 brigades de la récente 2nd Armored Division du général Charles Scott. Le 27 juillet 1940, Patton rejoint son affectation à la tête de la 2e brigade à Fort Benning en Géorgie. Béatrice, son épouse, est toujours à ses côtés, mais le couple bat de l'aile depuis un certain temps. Elle ne tolère plus l'immaturité de son mari. Moins d'1 mois après son arrivée à Fort Benning, elle fait ses valises et repart dans le Massachusetts, laissant son époux seul, qui derrière ses airs machistes s'enfonce dans la solitude et la dépression. Accablé, il ne cesse de lui écrire pour lui présenter ses excuses et lui crier son amour. Le 8 octobre 1940, Béatrice reçoit une lettre qui la fera changer d'avis, alors que son mari est en leçon de pilotage, le moteur de son avion cale et il frôle une nouvelle fois la mort. Heureusement, ou malheureusement, selon la manière dont on voit les choses, nous avons pu revenir vers le terrain, et personne ne s'est rendu compte du problème, hormis le pilote et moi. Tu vois, ton souhait de me voir mourir a presque été exaucé. J'attendais une lettre de toi, tous les jours, pour que nous puissions reprendre notre vie commune. Mais elle ne vient pas. Elle ne viendra plus jamais, je suppose. Je ne te blâme pas, je suis simplement désolé, pour nous 2. Son épouse, touchée, revient vivre avec Georgie. Il présente l'image d'un couple uni pour les fêtes de fin d'année. L'armée américaine applique une stricte politique ségrégationniste à l'égard des soldats noirs, qui héritent des basses besognes, sous la direction de cadres blancs. Patton part du principe qu'ils ne peuvent pas occuper de postes impliquant des prises de décision rapides. En revanche, lorsqu'il y a des cas d'humiliation de la part d'officiers ou de la police militaire qui lui sont rapportés, le colonel n'hésite pas à intervenir et ses sanctions sont exemplaires. Patton est déterminé dans son travail de chef de corps et a la ferme intention de faire de sa brigade la meilleure de l'armée. Comme il l'a fait durant la Première Guerre mondiale, il entreprend de remodeler les mentalités en imprimant son style de commandement, en jouant son allure de vieux soldat, tout en édictant ses propres règles, qui n'ont parfois qu'un rapport lointain avec les véritables règlements militaires. Il cherche à inculquer à ses hommes le sens du devoir, de l'honneur et du sacrifice, sans oublier l'audace. Il ne cesse jamais de travailler son visage dans le miroir, avec un regard perçant et un uniforme impeccable. Il impressionne ses interlocuteurs pour mieux obtenir ce qu'il désire, c'est-à-dire une obéissance aveugle. En cas de résistance, il se déchaîne et couvre le coupable de reproches et d'insultes. Ses coups de gueule et ses jurons terrifient ses subordonnés, qui restent rapidement dans le rang. Rares sont les officiers de Patton qui demanderont à changer d'affectation. En effet,
Le colonel est un rustre, un narcissique doté d'un tempérament volcanique, mais il est respecté et admiré de ses hommes. Lorsqu'il décrète une marche forcée chronométrée, il est en tête de ses colonnes, en tenue de combat avec son barda et un fusil à la main. Il dort également sous la tente de ses hommes, souffre de la chaleur ou du froid et se contente de ses rations de combat. Beaucoup de ces soldats se sentent proches du colonel et sont amusés en le voyant régler la circulation à un carrefour ou patauger dans la boue pour aider un équipage à désembourber son char. Sur son véhicule de commandement, il fait monter une corne de brume portant à 8 km afin d'avertir ses subalternes de son approche afin que tout soit parfait à son arrivée. En septembre 1940, l'action de Patton à la tête de la brigade est remarquée par Marshall, qui l'inscrit pour un avancement. Parmi la cinquantaine de colonels pressentis pour devenir généraux, Patton est en deuxième position. Ayant appris cette nouvelle, Patton est persuadé de pouvoir réaliser son destin de grand chef de guerre. Devenu général, Patton doit présenter ses théories sur le combat mécanisé. Durant cette présentation, le général est capable de faire rire l'assistance aux éclats, puis aussitôt de la plonger dans un abîme de perplexité, en fronçant les sourcils ou en laissant poindre un sourire imperceptible. C'est un orateur doué, une bête de scène, doublé d'un tribun maniaque, qui répète ses interventions dans l'intimité de son salon et ne néglige aucun détail pour séduire et convaincre. Mais Georgie est surtout un tacticien hors pair. Enfermé dans son bureau soir après soir, il va progresser dans l'art opérationnel de la guerre mécanisée. Effet de surprise, utilisation de la radio, mobilité et puissance de feu, multiplicité des axes d'attaque, commandant opérant aux côtés des troupes d'assaut, coopération air-sol. En synthétisant la doctrine d'emploi des Panzers, Patton se hisse au niveau des meilleurs généraux allemands. Patton se lance également dans la couture, en confectionnant un uniforme pour ses soldats, un pantalon et une gabardine agrémentés de gros boutons et de galons dorés, le tout surmonté d'un casque de football américain parcouru d'une large bande rouge. En guise d'armement individuel, Georgie a prévu un Colt porté dans un holster à la mode d'Elliot Ness et de ses incorruptibles. En définitive, cette tenue n'est pas retenue par les services de l'intendance, ce qui ne surprend personne, hormis son créateur. En avril 1941, Marshall nomme Patton général de division, tandis que d'autres sont écœurés par ses méthodes et son sens de la publicité, qui lui valent de faire la couverture des magazines Time et Life et d'être interviewé par les grandes radios du pays. Omar Bradley résume le point de vue des généraux. Patton était l'homme le plus farouchement ambitieux et le personnage le plus curieux qu'il m'ait jamais été donné de côtoyer. Il semblait animé d'un feu sacré et doté d'un état d'esprit insondable. Il était sans compassion et exagérément dur avec ses hommes, exigeant de leur part une efficacité extrême. En société ou dans le cadre de ses fonctions officielles, il pouvait aussi bien se montrer courtois et accord que grossier et ruste. Je me suis parfois demandé si, en cultivant cette image de dur et étant vulgaire, il n'essayait pas de compenser inconsciemment le complexe qui l'a hanté tout au long de son existence. Cette voix, haut perché qui était presque comique et qui, naturellement, n'inspirait guère de l'autorité. Patton avait fait voler en éclats toutes les vieilles règles doctrinales en poussant toujours plus loin ses limites, ses forces mécanisées et en jouant de la surprise et de la vitesse. C'était l'un des plus extraordinaires généraux et guerriers que l'armée n'ait jamais connus. La logistique a été
et demeurait jusqu'à la fin de sa vie un mystère. Et il improvisait des plans au fil des idées qui lui venaient. Mais si vous vouliez vous emparer d'un objectif précis ou établir une tête de pont quelque part, Patton était le gars qu'il vous fallait. Le 7 décembre 1941, l'attaque surprise de Pearl Harbor débute. Patton, consterné, écoute les étapes de l'attaque à la radio. Le 8 décembre, Roosevelt demande au Congrès de prononcer l'état de guerre contre le Japon. 20 minutes plus tard, les sénateurs votent la motion à la quasi-unanimité. Le 11 décembre, l'Allemagne et l'Italie, pour soutenir leur allié japonais, déclarent la guerre aux États-Unis. La mobilisation générale vient d'être décrétée. En février 1942, Patton prend la tête de l'Armored Corps, qui encadre 2 divisions blindées. Marshall place Eisenhower, fraîchement promu général de division, à la tête de la section opération de l'état-major. Marshall charge Patton de créer un Desert Training Center pour acclimater les troupes qui doivent être envoyées en Afrique du Nord. Patton souhaite l'Imperial Valley, qui se trouve en plein désert du Mojave, l'endroit étant réputé pour ses records de température, ses vents de sable et ses serpents à sonnettes. La ville la plus proche est Indiao, qui compte 1700 habitants. Patton veut que ses troupes s'entraînent en conditions réelles. Il refuse l'électrification du camp et l'installation d'un réseau d'eau potable. Les GIs peuvent se rendre 1 fois par semaine à India pour y acheter de la bière, des hot dogs, etc. Le 21 juin 1942, les tankistes transpirent de chaleur et d'effroi en Libye. La 8e armée du général Ritchie se dégrade brutalement. En effet, après de violents combats, Rommel s'empare de Tobrouk. Le renard du désert est promu maréchal, organise la poursuite de l'ennemi et annonce qu'il sera au Caire et à Alexandrie avant la fin du mois. Eisenhower est chargé d'étudier la possibilité d'envoyer une division blindée à El Alamein. Ike a déjà une petite idée sur l'homme qui pourrait la commander. Patton était un expert en chars et incroyable leader. Je fus cependant surpris par les réticences des membres de mon état-major lorsque je prononçai son nom, tout en étant convaincu que ces craintes n'étaient liées qu'aux manières bizarres et imprévisibles de George. Avec l'accord du chef d'état-major, je fis donc venir Patton à Washington pour lui parler du projet. À son arrivée à Washington, Eisenhower discute du plan avec Patton et précise qu'il ne peut affecter que 18 000 hommes à cette opération, soit une division. Patton harcèle Eisenhower qui lui rétorque que sa demande est impossible à satisfaire en raison des contraintes logistiques du moment. Patton va alors commettre une première erreur en téléphonant à Marshall pour faire appel de la décision de Ike. Ce dernier, excédé, renvoie Patton dans un avion spécial. Marshall dit à Ike : « Le seul moyen de gérer Patton est d'être intraitable avec lui et de lui faire peur. » La leçon porte ses fruits. Patton, inquiet d'être allé trop loin, se fait oublier pendant quelque temps. Patton sait qu'il va faire partie de l'opération Torche, un débarquement en Afrique du Nord. Le 21 octobre 1942, dans l'après-midi, il est reçu à la Maison-Blanche. Les services secrets lui demandent de laisser ses colts et sa cravache avant d'entrer dans le bureau ovale du président des États-Unis. Après avoir quitté la Maison-Blanche, Georgie passe les dernières heures avec son épouse avant d'embarquer. Le 23 octobre 1942, à bord de l'Augusta, Patton rédige un message pour informer ses hommes. Nous voguons vers les côtes septentrionales de l'Afrique. Notre mission consiste à établir une tête de pont, à capturer la ville de Casablanca et à nous porter à la rencontre des forces allemandes pour les détruire.
Lorsque le grand jour de la bataille arrivera, nous devrons triompher. Les Américains ne se rendent pas. Les Américains ne se replient pas. À la guerre, la couardise est fatale. Le monde nous regarde. Le cœur de l'Amérique bat pour nous. Dieu nous accompagne. Nous vaincrons. Lors du voyage, Patton décide de tromper l'ennui en lisant, en faisant du sport dans sa cabine et en pratiquant le tir au pigeon d'argile sur le pont. Il souhaite se familiariser avec la culture musulmane et décide d'étudier le Coran. Le 8 novembre 1942, à 2h du matin, l'Augusta arrive tout feu éteint au large du Maroc. Patton, qui ne dort pas, observe les lumières de Casablanca scintillant au loin. L'opération séduction de la part des Américains pour ne pas ouvrir les hostilités échoue. Les Français résistent farouchement aux troupes américaines. À 8h20, les bombardiers français bombardent la flotte américaine. Patton est bloqué sur son navire. À 13h20, le général débarque sur le rivage de Fedala, trempé et d'une humeur massacrante. Patton fait décharger du matériel nécessaire à la poursuite des opérations. Le 9 novembre, à l'aube, alors qu'il va d'unité en unité pour débloquer la situation, Patton surprend un soldat dissimulé. Je lui ai botté le cul si fort qu'il en a fait un bond en avant et qu'il s'est remis aussi sec. J'ai hurlé aux oreilles d'un lieutenant dont les hommes n'hésitaient à rentrer dans l'eau de peur d'avoir froid. J'ai tapé sur un fainéant qui refusait de pousser un camion ensablé. Son action est efficace. Casablanca est encerclée par la 3e division d'infanterie, le soir même. Le 10 novembre, à 6h40, Casablanca est déclarée ville ouverte. Le lendemain, à 14h, le général Noguez et l'amiral Michelier se présentent au QG américain pour y discuter des termes d'un cessez-le-feu. Patton, triomphant, fait rendre les honneurs aux Français, sabre une bouteille de champagne et porte un toast célébrant le courage de l'armée d'Afrique. En même temps, Noguez va lui faire signer un accord garantissant la non-ingérence américaine dans les affaires intérieures du Maroc, sans que le général, pressé d'en finir, ne prenne conseil auprès de ses supérieurs. Patton écrira un message à Eisenhower. Les Français craignent de perdre la face vis-à-vis des Arabes. Si nous les désarmons, des émeutes éclateront. En évitant aux Français l'humiliation d'un désarmement et en conservant leur prestige intact, nous économiserons les 60 000 hommes nécessaires au maintien de l'ordre dans le pays. À la mi-novembre, Patton rencontre Ike à son QG de Gibraltar. Ils n'utilisent plus que des mots en anglais, parlant de déjeuner, d'essence et de flaque. Je suis déçu, car nous avons parlé de tout et de rien. Nous avons perdu notre temps à déjeuner avec le gouverneur du Rocher, une vieille carne en short. Je commence vraiment à croire que Londres a conquis Alibène. Sa mauvaise humeur est due à la nouvelle mission qu'Eisenhower lui a confiée. Entraîner les conscrits arrivant des États-Unis avant de les envoyer en Tunisie, ce qui revient à le tenir à l'écart des combats. Une situation dont Patton se plaint dans ses carnets. Je hais ce genre de boulot. N'importe qui pourrait le faire mieux que moi. Je suis un guerrier. Pour le général, tout cela est une manipulation britannique. Il écrit à son épouse « Je crains que les Anglais nous aient piégés. Tout cela ne correspond pas au plan initial. Et je suis le seul à protester. Les autres se contentent de dire qu'ils sont bien là où ils sont. Je ne veux pas être bien là où je suis. Je veux atteindre le sommet et seule la guerre peut m'offrir cela. Merci pour les étoiles que tu m'as envoyées, mais j'ai bien peur de ne jamais avoir l'occasion de les porter. » Du 14 au 24 janvier 1943, Patton sera aux côtés de Roosevelt lors de la conférence interalliée entre Churchill, De Gaulle et Henri Giraud. Les Alliés exigent la reddition sans condition des puissances de l'Axe, décident d'augmenter l'aide matérielle à l'Union soviétique
et d'envahir la Sicile dès la fin de la campagne en Tunisie. Patton est chargé de préparer le plan d'invasion de la Grande Île en collaboration avec l'état-major interallié. En février 1943, suite à la chute de Kasserine, le général Fredendall doit être remplacé par un autre général. Le 5 mars, en visite au QG de Tébessa, Ike prend sa décision sur le remplaçant de Fredendall. Ce sera Patton, qui prendra le commandement du 2e corps. 6 mars 1943. Patton arrive à Tébessa dans son command-car et escorté par des half-tracks, hérissés de mitrailleuses et d'antennes. Le convoi soulève des nuages de poussière sur les pistes algériennes, toutes sirènes hurlantes. Par cette arrivée bruyante, Patton veut faire savoir à tous que le temps de Fredendall est révolu et que les choses vont changer. Découvrant l'état du 2e corps, Patton confie son désarroi à Bradley. Pas de salut, des uniformes fantaisistes et partout le même bordel. Il est vain de penser que des soldats qui ne font l'effort de se vêtir correctement seront capables de monter à l'assaut de l'ennemi. Pour redresser la situation, le général se montre intraitable. La cravate est obligatoire pour les officiers. Le mess ouvrira et fermera plus tôt. Les feux de camp sont interdits et tout contrevenant devra s'acquitter d'une amende de 25 $. Le port du casque est exigé, y compris pour les médecins militaires. Ces derniers feront remarquer à Patton que l'usage d'un stéthoscope n'est pas chose facile avec un casque. Ce à quoi Patton rétorque: Adressez-vous à l'intendance qui se fera un plaisir de percer les trous nécessaires. Pour apposer sa marque, le général arbore son visage de guerre et donne l'exemple. Je porte mon casque et mes colts en permanence. Ça impressionne les hommes et ça leur fait comprendre qu'il faut être correctement équipé. Si certains désapprouvent la méthode Patton, elle séduit en revanche les soldats, qui le surnomment Georgie le Maléfique. Patton est toujours au front, et ses soldats savent qu'il ne demandera jamais ce qu'il ne pourrait faire lui-même. Depuis, le général a la prémonition qu'il mourra d'une manière spectaculaire, dans son char, à la tête de ses troupes. Patton est obsédé et s'accroche à son ambition qui est de se mesurer à Rommel. J'aimerais me battre contre Rommel, comme à l'époque des chevaliers, en tournoi, chacun dans un tank, réunis pour l'événement. Les deux armées pourraient regarder le duel à mort. Si je parvenais à le tuer, alors je serais le champion et l'Amérique gagnerait la guerre. S'il parvenait à me tuer, il n'y parviendra pas. À la mi-mars, Eisenhower demande au président Roosevelt de nommer Patton général de corps d'armée. Ce dernier porte aussitôt les attributs de son futur grade, ce qui contrarie Bradley. Mais ce dernier ignore que Patton avait été informé de l'imminence de sa promotion par Ike le 3 février 1943. Le 19 mars 1943, l'opération pugiliste débute, avec pour objectif stratégique la cité portuaire de Sfax. Pour empêcher les renforts ennemis, le 2e corps de Patton doit intervenir sans dépasser la ligne Kafsa-Fondouk. Patton va alors encourager ses troupes. Le 23 mars, à 9 h, Patton observe les combats depuis un promontoire rocheux. Les M10 dirigent sur les ennemis un puissant tir de barrage. Les Allemands subissent la perte d'une trentaine de panzers. Ils réitéreront leurs efforts dans l'après-midi, mais en vain. Patton croit alors avoir battu Rommel. En avril 1943, après avoir fait la jonction avec les troupes de Montgomery, Patton est moralement abattu suite à la mort de son aide de camp dans le secteur d'El Guettar, le capitaine Richard Jensen, qu'il considérait comme son fils. Il enverra une lettre à la mère du capitaine Jensen. Celle-ci lui répond: Vous
lui avez offert ses plus belles années. Vous avez remplacé son défunt père. L'admiration et l'affection de Richard, pour vous, étaient sans limite. Toujours affecté par la mort de son aide de camp, Patton mène son enquête sur les circonstances de la mort de Jensen. Ce matin-là, je l'avais envoyé au front avec Bradley et 2 autres généraux. Près d'eux, il y avait 3 gros postes de radio qui fonctionnaient en permanence. Les Allemands ont intercepté les émissions et ont envoyé 12 bombardiers détruire le PC de campagne. Ils ont largué 36 bombes de 250 kilos. L'une d'elles est tombée près de Jensen et l'effet de souffle l'a tué. Il ne s'est pas vu mourir. Le drame, qui touche personnellement le général, ravive la polémique de la couverture aérienne et il s'en prend ouvertement au Britannique Arthur Cunningham, qui commande les appuis aériens en Tunisie. Lors de cette dispute, Patton demande des excuses de l'aviateur et le ton monte, ce qui risque de déclencher une crise aiguë dans les relations anglo-américaines. Une réunion de crise est organisée au QG Patton. Tedder, Spaatz et Cutter lui font savoir que les Alliés ont la supériorité aérienne en Méditerranée. Soudain, 4 avions allemands surgissent en mitraillant et bombardant la rue adjacente. Alors que les visiteurs de Patton se mettent à l'abri, lui se précipite à l'extérieur pour vider les barilets de ses Colts sur les Focke-Wulf 190 qui s'éloignent dans un vacarme assourdissant. De retour dans son bureau, Patton arbore un sourire ironique qui fait dire à Arthur Tedder « Je ne sais pas comment vous avez réussi à arranger ce coup avec les Allemands, mais c'était bien vu. » Patton lui répond « Si seulement je pouvais mettre la main sur les fils de pute qui pilotaient les zingues, je leur décernerais à chacun une médaille. » Dès le lendemain, Cunningham fera ses excuses à Patton. Le 15 avril 1943, sur ordre d'Eisenhower, Patton doit céder son commandement à Bradley pour reprendre les préparatifs de l'invasion de la Sicile. Le général reçoit d'Amérique des montagnes de lettres, de félicitations et des colis.